moi, en tant que mère de famille, maintenant, je vais aborder l'éducation, Oui. parce que c'est quand même une question qui pose un peu problème. Il y a beaucoup de... Enfin, les parents se posent énormément de problèmes par rapport à changement de rythme scolaire, l'absence des professeurs qui ne sont souvent, qui sont pas remplacés. Donc, comment faire? Alors, là, c'est un problème effectivement lié au fonctionnement de l'éducation nationale. Donc, vous m'avez parlé du remplacement des professeurs. C'est vrai que c'est une vraie problématique qui concernerait aussi bien le public que le privé. Donc, il n'y a pas de règles qui opposent. C'est pas une question de statut. On sait par contre que dans de nombreux établissements, il est extrêmement difficile d'arriver à avoir la souplesse qui permette de recruter à l'improviste un enseignant pour le remplacer. Personnellement, je suis assez favorable. Ça commence d'ailleurs à se mettre en place, mais ça doit à mon avis être généralisé, aller beaucoup plus loin. Eh bien, un professeur doit pouvoir remplacer un autre professeur dans plusieurs domaines et pas seulement dans son domaine de compétences. Et ça demandera un peu plus de flexibilité. C'est vrai que un professeur d'histoire ne pourra sans doute pas remplacer un professeur de mathématiques, c'est évident, mais on sait qu'entre un professeur d'histoire et un professeur de français, sur des périodes courtes, le fait d'assurer le cours sera toujours mieux, même si c'est un professeur d'histoire qui donne un cours de français, que pas de professeur du tout. Simplement, ça nécessite de renforcer le rôle des directeurs d'établissement. Ça nécessite aussi de négocier avec les enseignants, parce que c'est normal qu'à travail supplémentaire, moyens supplémentaires. Simplement, je pense qu'il faut qu'on ait plus de flexibilité au sein des établissements pour permettre, là aussi, à l'échelon le plus bas, celui qui est vraiment sur le terrain, de pouvoir s'organiser. Ce n'est pas une solution qui se trouvera là aussi à Paris. Il faut donc revenir au territoire et laisser à chacun le soin de s'organiser comme il le souhaite. Sur les rythmes scolaires, c'est un peu la même chose. On parle aujourd'hui beaucoup de revenir sur les rythmes scolaires. Personnellement, je pense que les rythmes scolaires étaient une excellente chose. C'était une très bonne idée de départ, pouvoir apprendre, pouvoir multiplier les méthodologies pour permettre aux enfants d'avoir envie d'apprendre, c'était une très bonne chose. Les contraintes budgétaires, l'effet d'inégalité entre les territoires a faussé un peu l'esprit de la réforme et c'est devenu plutôt... selon les moyens des collectivités, de la garderie ou des activités un peu annexes mais assez bon marché. Là aussi, je pense qu'il est bon qu'au cadre national de fixer les règles générales de conduite, mais là aussi, il faut laisser au territoire le soin de décider ce qui est bon pour eux. S'ils veulent une semaine à 4 jours, il faut qu'ils puissent faire 4 jours. S'ils veulent une semaine à 4 jours et demi, il faut qu'ils le fassent. Mais c'est au niveau de la communauté pédagogique avec les enseignants, les parents et les collectivités qui financent cette réforme scolaire, de pouvoir décider ce qui est bon pour eux. Ce n'est pas à Paris de décider si, oui ou non, il faut qu'on travaille le mercredi après-midi ou le jeudi entre 14h et 16h. Tout ça, ça doit être laissé à l'appréciation de la communauté pédagogique locale. Sur la réforme du collège, enfin, ce qu'on peut regretter, et ça je crois que ça fait l'unanimité, c'est que chaque ministre de l'Éducation va imposer sa propre réforme sans attendre finalement de pouvoir évaluer correctement la réforme précédente. On sait que qu'en matière d'éducation, les réformes soient efficaces et valables, il faut presque 20 ans. C'est énorme, mais on parle aussi d'une structure très importante qui est l'éducation nationale, et quand même d'enfants qui ne peuvent pas être bousculés d'une réforme à l'autre. Mais simplement, voilà, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur qu'est-ce que doit être la future réforme de l'éducation nationale et s'engager pendant 10 ans, pendant 15 ans à ne pas y toucher pour lui permettre vraiment de prendre toute son efficacité et ne pas être soumis à des coups de tangage à droite ou à gauche parce que finalement ce qu'a fait l'un, il faut le détricoter quand on arrive au pouvoir et inversement. Ça va demander beaucoup de temps, ça doit demander beaucoup de consensus. Je crois là aussi que les territoires ont un rôle à jouer en matière d'éducation. On sait que par exemple le fait que les collèges aient été décentralisés au département, ils sont bien mieux entretenus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient quand c'était l'État. Et bien là aussi, tout en sachant que nous avons des programmes nationaux, il peut être intéressant de donner un peu plus de flexibilité, un peu plus de marge de manœuvre aux territoires pour déterminer aussi quelle politique éducative ils veulent. Ça commence à se faire, on commence à avoir des spécialisations dans certains lycées, dans certains collèges. Il y a des orientations qui sont données sur certains territoires. Pourquoi ne pas pousser la logique jusqu'au bout et effectivement laisser les territoires être des territoires de projets éducatifs et pas seulement des projets d'exécution de ce qui se décide à Paris. Justement, là, pendant plusieurs décennies, on pensait que la réussite scolaire, ça passait obligatoirement par les grandes études. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revaloriser les filières plus courtes, plus professionnelles ? Alors c'est vrai que longtemps,
Et le syndrome des 80% qui ont le bac a beaucoup joué sur cette vision élitiste de la société. Je pense qu'il est important de laisser les enfants qui ont envie de faire des études. Si un enfant a le goût d'apprendre, il faut le pousser et l'encourager. Par contre, on peut aussi tout à fait entendre et comprendre qu'un enfant qui n'a pas envie de faire des études longues, qui ne se sent pas attiré par les belles lettres, mais plutôt par la mécanique, eh bien, il n'y a pas de dévalorisation justement à aider le jeune à s'épanouir dans ce domaine technique aussi. Et on voit bien qu'à côté des filières générales qui étaient souvent les filières de prestige, on a un peu délaissé l'aspect technique ou professionnel. Je crois qu'aujourd'hui on commence à rééquilibrer les deux filières. La principale difficulté sans doute c'est le passage de ces filières techniques à l'alternance, où là par contre on sent que les entreprises sont un peu frileuses à recruter aujourd'hui des jeunes, notamment à cause d'une réglementation qui est extrêmement protectrice pour le jeune, mais peut-être trop, ce qui fait que ça freine l'entreprise dans son désir de recruter le jeune. On l'a vu notamment, il y avait toute une polémique sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser monter les jeunes apprentis sur des échelles ou des escabeaux, ce qui, effectivement, quand on travaille dans certains métiers du bâtiment ou dans l'agriculture, ne pas monter sur l'escabeau et rester au ras des pâquerettes, entre guillemets, ça rend la nature du contrat d'alternance et l'apprentissage du métier complètement inopérant. Bon, je crois qu'il faut revenir là aussi un peu de bon sens, revoir la réglementation pour qu'elle soit un peu allégée et qu'elle permette quand même aux jeunes de vraiment apprendre un vrai métier et pas seulement de le regarder en tant que spectateur. Et puis ensuite, je pense que naturellement aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un rééquilibrage entre les filières générales dites de prestige, mais qui finalement ne débouchent pas toujours sur un emploi, et puis aujourd'hui des métiers tels que boucher ou petit artisan, où on peut très bien gagner sa vie, pour peu qu'on sache gérer, qu'on ait appris son métier correctement. Donc je pense que ça va se faire presque naturellement. Le rôle de l'élu et du député dans ces conditions-là, c'est de bien définir un cadre qui soit supportable pour les uns et pour les autres. Justement, cette idée de transformer l'hôpital de Villeneuve en centre de formation, ça va s'adresser aussi aux plus jeunes ? Moi je pense qu'il faut effectivement que ce soit vraiment, qu'on y trouve de tout et pour tous les âges. C'est-à-dire à la fois le jeune qui se cherche un métier et qui sera peut-être intéressé par les métiers du tourisme, que la personne qui a 55, 60 ans, qui cherche à se reconvertir dans une autre activité peut-être un peu plus saisonnière, pour permettre d'avoir du temps libre et préparer sa retraite correctement, et qui pourra à ce moment-là se reformer dans le cadre de son parcours professionnel continu. Et oui, je crois que, après le projet reste à construire, mais oui, il faut arriver à mettre sur un seul et même site, que serait l'hôpital Saint-Cyr, l'ensemble des métiers, des professions et des formations qui correspondent à cette filière touristique. Alors nous parlons aussi de malbouffe, d'obésité. C'est quand même un fléau de santé publique. Est-ce que vous pensez que l'école peut être un lieu d'apprentissage pour le bien manger ? Alors oui, sauf que des fois on a des cantines qui sont tellement bonnes qu'on prend aussi un peu de poids. À peine d'Agenais, nous avons été, pas précurseurs, mais nous participons depuis longtemps justement à la sensibilisation des enfants à la qualité de la nourriture et à la manière de s'approprier de manière raisonnable l'accès à la nourriture. Nous travaillons en mairie avec des producteurs locaux, avec du bio. Ça ne coûte pas plus cher, on arrive à s'organiser justement parce que ce sont des circuits courts à alimenter nos cantines à relativement bon prix pour du produit de très grande qualité, qui en plus honore le savoir-faire de nos agriculteurs. Et le fait de faire goûter aux enfants des produits qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger chez eux, d'avoir le temps de les préparer avec des cantiniers qui sont formés, qui sont éduqués aussi à l'équilibre nutritionnel, c'est un peu donner aux enfants l'idée qu'on peut bien manger, avec plaisir, sans pour autant se goinfrer et surtout manger un peu plus de légumes que de frites surgelées. Aujourd'hui, on sait beaucoup que les enfants sont très attirés par McDonald's et ce type d'alimentation. Finalement, à la cantine, quand j'y mange régulièrement, la cantine de Penn, nous voyons bien que quand on leur propose autre chose, des fois il y a un peu de réserve, mais à force de pédagogie, d'explication, finalement les enfants se mettent aussi à manger du panais, des aliments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger chez eux. Là, je pense la dernière fois nous avons mangé du lapin aux asperges. Ça a un peu surpris les enfants au départ, et puis finalement c'est un des jours où nous avons eu le moins de déchets
puisque nous les sensibilisons aussi à ne pas jeter la nourriture. Et finalement, on s'aperçoit que, y compris des aliments qu'on n'aurait pas considérés comme appréciés par les enfants, eh bien, ils s'y mettent. Si à côté de ça, on leur propose une activité sportive, eh bien voilà, on a tout ce qu'il faut pour justement lutter contre ce fléau qui est appelé malheureusement à se développer, qui est l'obésité. Donc oui, le rôle de l'école est fondamental là-dessus. Et nous y travaillons tous les jours. Et tous les jours, je viens vérifier que c'est bon. À peine, vous impliquez beaucoup l'association des parents d'élèves à tout ce qui concerne le scolaire et le parascolaire. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut étendre ça au collège, au lycée et plus largement à tout le territoire? Oui, d'ailleurs, alors nous nous étions lancés, j'ai un peu plus d'historicité que vous dans le partenariat entre les parents d'élèves et les écoles de peine, mais clairement il existe aujourd'hui un dispositif qui nous avait permis justement de nous intégrer un peu dans cette démarche-là, qui est le projet éducatif local. Qui est un dispositif proposé par l'État avec l'accompagnement de la direction de la jeunesse et des sports, et qui permet justement de réunir autour de la table l'ensemble des partenaires qui ont trait, de plus ou moins près, aux problématiques locales éducatives. En faisant ça, ça nous a permis d'abord de nous connaître, d'apprendre nos qualités, nos défauts, et de travailler ensemble pour avoir un consensus autour des questions d'éducation, de définir des priorités financières aussi sur les projets à soutenir. Ça, c'est évidemment étendable à l'ensemble du territoire, et je pense que c'est une très bonne chose pour les élus que de s'approprier ce type de démarche, parce que ça permet, là, une fois encore, de travailler ensemble, d'avoir du consensus, et finalement d'être efficace dans l'apport qu'on peut faire aux enfants. Donc oui, je crois qu'on peut travailler ensemble, que c'est étendable. Après, il faut savoir surmonter les a priori, les préjugés, les malentendus qui peuvent arriver parfois, mais justement en discutant, en prenant le temps de le faire, en faisant de la pédagogie, eh bien oui, on peut arriver à surmonter les premières difficultés, et je dirais même qu'on peut même aller plus loin, puisque par exemple aujourd'hui au collège de Penne, qui n'est pas un domaine d'intervention de la commune intervient, et je pense qu'en tant que député, si je suis élu, je favoriserai un peu cette démarche-là dans l'ensemble des établissements. Nous avons équipé le collège avec un Fab Lab, donc un atelier où on peut faire de l'impression 3D, de la robotique. Nous essayons de trouver des partenariats maintenant avec les établissements scolaires de Villeneuve et de Fumel, notamment autour du projet d'hackathon, où pendant une journée les enfants sont réunis avec des professionnels du numérique, des enseignants artistiques, des designers, pour produire un objet en impression 3D qui soit à la fois design et utile. Eh bien, nous avons associé le lycée de Villeneuve et nous avons proposé bientôt à Fumel de s'y joindre. C'est donc une logique de territoire, là aussi, que nous continuons à développer et qui, petit à petit, amènera sans doute de nouveaux comportements et surtout de nouveaux partenariats entre nos différents établissements et entre nos différentes communautés éducatives. Et ça, je crois que c'est notre avenir. Justement, vous financez beaucoup toutes les activités pédagogiques périscolaires et même les sorties pédagogiques. C'est pas toujours très bien compris. Oui, alors je pense que le rôle de l'élu, quel que soit son niveau, c'est de définir ses priorités et d'aller au bout des priorités qu'il a définies. Et effectivement, compte tenu malgré tout des contraintes budgétaires qui nous sont imposées par la baisse des dotations, le conseil municipal de Penne croit beaucoup aux questions d'éducation et le futur député que j'aspire à devenir pense aussi que l'avenir des territoires passe par l'éducation de sa jeunesse. Et même l'éducation du pays, pourrait-on dire. Et il n'y a rien qui m'horripile plus que de voir l'inégalité sociale se développer à travers l'école, malgré tous les efforts qu'elle peut fournir pour lutter contre cette inégalité. Et en tant que député, s'il y a bien une chose que je souhaite faire, c'est par exemple prendre une part de la réserve parlementaire pour équiper toutes nos écoles en numérique, pour donner à tous les enfants la chance de pouvoir maîtriser ces nouvelles technologies qui sont indispensables pour leur réussite professionnelle de demain. Eh bien voilà, le rôle du député, c'est pas seulement de se cantonner à voter des lois, c'est aussi d'avoir une action directe sur l'aménagement de son territoire, sur l'animation de son territoire, en se fixant des priorités. L'éducation me paraît prioritaire, ça me paraît avec la santé les deux piliers, les deux jambes sur lesquelles un individu se construit. Eh bien voilà, oui, effectivement, des fois on sort de nos compétences, on le fait déjà en tant que maire de Penne, et en tant que député, je continuerai à le faire parce que je crois que c'est vraiment utile. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, bonne journée.